Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Énergie. Aujourd'hui, on a reçu Fred Lécuyer qui nous a parlé de son travail, de sa vie, sa job un petit peu. Oui, Fred Lécuyer, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est arbitre dans la Ligue nationale. Exact. Il nous a parlé un peu de comment ça fonctionnait, c'était quoi la réalité d'un arbitre. C'est vraiment une super belle entrevue qu'on a eue. Oui, exact. Puis à la fin, on a un beau moment, un beau partage de sa part. Donc, manquez pas ça. Allez écouter ça, la gang, vous allez triper. Yes. Le podcast Énergie est une commandite du Gym GPS Énergie. Gym GPS Énergie, c'est un gym à Saint-Tite avec un super beau gym. On a entendu justement une invitée qui nous a dit « Wow, vous avez vraiment un beau gym ici. Il y a de la boxe, il y a des cours de groupe, il y a de l'entraînement personnel. Il y a Hubert aussi qui est là pour monter des entraînements pour tout le monde. Venez voir ça, c'est super. » Commandité aussi par Zanicom, notre ami Sylvain Guimond, qui est avec nous autres, une compagnie de communication. Sylvain fait des sites Internet, il est à votre disposition pour une multitude de choses dans le domaine des coms. Et notre ami Manu Lataste de Bull Jumping Pro, Manu que certains ont pu voir sauter au Festival Western ici, notre Bull Jumper, ou un petit peu partout à l'extérieur du pays. Bonjour, bienvenue au podcast Énergie, commandité par le Gym GPS Énergie. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Lécuyer, bonjour, bonjour. Arbitre de la Ligue nationale, qui est avec nous autres aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui le connaissent, il y en a d'autres qui le connaissent moins. Fred, merci d'être là. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je le sais que tu es ici pas longtemps. Là. On s'entend que tu es ici au Québec 2 mois, puis après ça, tu retournes chez toi. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. T'es qui? Viens de où? Parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas nécessairement. Là, ils en ont entendu parler, mais on veut apprendre à te connaître un petit peu. OK, ben regarde, c'est pas trop compliqué. Moi, j'étais un petit gars de Saint-Tite. J'ai été élevé juste ici, là, pas trop loin, 1 kilomètre du gym dans les HLM. Je suis pas gêné de le dire parce que je suis fier d'où que je viens, dans le fond. J'ai grandi à Saint-Tite. Pour faire une histoire courte, j'ai joué au hockey, un peu comme n'importe quel jeune joueur dans le coin, là, avec certaines aspirations, mais c'était pas pour moi. Fait que, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de commencer à arbitrer. C'était une des façons pour moi juste d'aller me ramasser un petit peu d'argent sur le side un peu, puis de subvenir à mes besoins. Comme je dis, je viens d'une famille monoparentale, fait qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Fait que c'était important pour moi de travailler. Puis l'arbitrage, bien, ça me donnait la chance de rester connecté avec le monde de hockey que j'aimais. Fait que j'ai commencé à arbitrer ici à Saint-Tite les samedis matins, les petits novices. À 8 heures le matin, on se levait, puis j'allais arbitrer 3-4 matchs de novices ou d'atomes, puis d'aller faire un petit peu d'argent là, sur le side un peu. Là. Fait que c'est comme ça que, dans le fond, l'arbitrage a commencé pour moi. Là. T'as-tu... écoute, est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais-tu, exemple, dire, regarde, je vais devenir peut-être un jour arbitre dans la Ligue nationale de hockey? Jamais de la vie. Là. J'avais l'impression que la Ligue nationale, c'était quelque chose d'inatteignable. Autant un joueur qu'un arbitre, quand tu viens d'un petit coin, je pense que si on recule, j'ai 40 joueurs, 48 ans. Fait que si on remonte 30 ans passés, c'était quasiment quelque chose d'inatteignable. On ne pensait pas que du monde dans des régions pouvait même atteindre ces niveaux-là. Fait que moi, comme je dis, je fais juste commencer à arbitrer, juste pour avoir du fun, faire un petit peu d'argent, subvenir à mes besoins, continuer l'école. Puis c'était vraiment ça le but de l'arbitrage. On avait une super de belle gang à Saint-Tite. C'était Luc Durand, un gars de Saint-Tite là, qui était en charge de tout ça. On était tous, dans le fond, c'était des chums qui arbitraient ensemble. Puis on avait du fun sur la glace, en dehors de la glace. Fait qu'on était comme une équipe de hockey, mais on était des arbitres dans un centre. Okay. Fait qu'on avait du fun ensemble. Mais jamais, j'ai pensé au début que c'était peut être atteignable de la Ligue nationale. Là. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé un moment donné et tu as fait comme « Oh, OK, je pense que je peux me rendre arbitre à la Ligue nationale. » Oui, à un moment donné, il y a un déclic. C'est vrai que c'est durant l'été, je pense au début des années, fin 99, au début des années 2000, j'avais été invité à faire partie d'un camp d'entraînement à Toronto. Ils appelaient ça le NHL Prospect Camp. Fait qu'il avait pris tous les arbitres potentiellement avec, selon eux, un bon potentiel peut-être d'atteindre un nouveau niveau, de l'Ontario, des Maritimes, du Québec et de l'Ouest. Fait que c'est là que vraiment que c'était vraiment, comme on dit en anglais, un eye-opener, là, une ouverture, voir peut-être que c'était quelque chose qui était possible, là, parce que tu te rends compte, puis en allant là-bas, ben, veux pas, tu te compares avec les autres, tu dis, regarde,
peut-être c'est quelque chose qui est possible, puis tout ça. Là. Fait que je te dirais que ce camp-là, au début des années 2000, fin 99, début 2000, c'est vraiment été là que j'ai peut-être pensé un jour y aller. Tu arbitrais à quel niveau à ce moment-là? À ce niveau-là, je faisais du Midget 3, Junior 3, puis de la Ligue universitaire. Fait que j'avais même pas encore commencé. J'avais fait, je pense, une année dans le junior majeur. C'est vraiment là que ça a commencé. Là. Fait que là, veux pas, comme je dis, à un moment donné, tu commences à te comparer. Tu regardes les gars qui ont été engagés, qui sont là, c'est qui les tops dans le junior majeur. Je suis capable de rivaliser avec eux autres. Je suis capable de... Je suis capable de prendre la pression de ce niveau-là. Fait que c'est là qu'un peu, là, comme je dis, là, que tu commences à réaliser que peut-être si je mets tous les efforts, puis c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver. Mais encore une fois, là, maintenant, on est rendu à 35 arbitres à temps plein, mais quand j'ai commencé, il y en avait juste 30. En tant qu'arbitre, 30 arbitres, 30 juges de ligne. Fait que ça fait pas beaucoup de jobs de disponibles pour pouvoir vivre de ça. Parce qu'au niveau de l'arbitrage, c'est ça. On s'appelle c'est au monde. C'est au monde. Puis au niveau de l'arbitrage, ben c'est bien beau arbitrer dans le junior majeur, ces places-là, mais ça, c'est comme un peu des revenus d'appoint. De pouvoir vivre de l'arbitrage au hockey, il faut que tu sois dans la Ligue nationale, pratiquement. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de postes disponibles. Fait que, tu sais, oui, tu veux y croire, tu veux être un de ces 30-là, mais des fois, il faut que tu sois réaliste aussi, de dire que c'est peut-être pas pour tout le monde, ce ne sera pas facile. Fait que c'était pour ça aussi, pour moi, que l'éducation, l'école, c'était important aussi. Fait que à un moment donné, j'ai pris la route de dire, OK, on y va, je fonce, on va essayer, mais j'avais toujours... Tu es allé dans quelle ligue? À quel moment tu es allé? J'ai fait, dans le fond, mon parcours vite, là, j'ai commencé au hockey mineur ici. Après ça, je suis monté Midget 3, les estacades, Junior 3, Ligue universitaire. Par la suite, l'année 2000, c'est là que j'ai fait mes premiers matchs au niveau du junior majeur. J'ai fait 2 ans au niveau du junior majeur. Après ça, un des camps de prospects, pas lui le premier que j'ai parlé, mais le deuxième. Le deuxième, c'est là que j'ai rencontré un gars du nom de Leon Steckel. Leon Steckel, ça, c'était un ancien juge de ligne de la Ligue nationale qui était, à ce moment-là, l'arbitre en chef de la Central Hockey League au Texas. Fait que durant ce camp d'entraînement-là, il y avait besoin d'arbitre. Il m'a dit, Fred, si ça te le tente, j'ai un poste disponible pour toi. Si un jour tu penses arbitrer dans la Ligue nationale, bien, il faut que tu sois bilingue. Puis au début des années 2000, je viens de Saint-Tite. Disons que mon anglais était loin d'être à point. On ne peut pas être en immersion Saint-Tite en anglais. Là. Fait que, disons que mon niveau d'anglais était très, très, très minimum. Fait que là, c'est là que tu te rends compte qu'il a totalement raison, que si un jour je veux faire en sorte d'arbitrer dans la Ligue nationale, bien, je dois être bilingue. Fait que cette opportunité-là est arrivée en 2002, d'aller arbitrer justement là, à temps plein. C'est vraiment la première année que j'ai pu arbitrer à temps plein professionnel. Là. Puis t'as-tu, mettons, tu sais, à ce moment-là, tu sais, quand même, tu dis, je m'en vais. La Central, c'était à quel endroit? C'est, dans le temps, la majorité des équipes étaient au Texas. Tu en avais en Oklahoma, Louisiana, puis je pense que tu en avais une au Colorado. Mais là, je te dirais que 80% Tu pars loin de chez vous. Je pars loin de chez nous. Fait que j'ai pacté mon auto. Au début octobre, on est parti. J'ai fait, je pense que c'était une ride de 25 heures de char pour se rendre à Dallas. Avec juste ton équipement de hockey, une coupe de vêtements, tout ça. Puis ils disent, regarde, on l'essaye. Là. Fait que, c'est pas, les salaires, c'était bien ordinaire. C'était juste assez pour survivre. Mais c'était toute une expérience de vie aussi. Là. Je suis parti là. J'ai été 4 ans finalement au Texas. Mais tu sais, je me disais toujours que si ça ne marche pas quand même, je venais de finir mon bac en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que donc, si je revenais, bien, au moins, je vais avoir appris mon anglais. Donc, ça pourrait être utile dans la vraie vie et tout ça. Fait que j'avais toujours, tu sais, je partais, je fonçais d'un bar, mais j'avais tout le temps, il y avait une raison pour que je le faisais aussi si ça ne marchait pas. Fait que je suis parti, on était là. Fait que les saisons, c'était du mois d'octobre jusqu'à peut-être la fin avril. Puis c'est vraiment là mes premiers pas là, au niveau de l'arbitrage professionnel. Là. Puis quand tu arrives dans ces ligues-là, ben c'est une belle place pour apprendre. Parce que tout se passe. Là. Pour les arbitres, là, c'est vraiment... C'est-tu style slap shot ou c'est plus... C'était peut-être pas du style slap shot, mais il y a certains matchs peut-être que ça ressemblait à ça. Mais c'est que tu te retrouvais aussi dans un environnement que le hockey, au début des années 2000 au Texas, c'était populaire, mais pas beaucoup au niveau des arbitrages, dans l'arbitrage, tout ça. Fait que les gens qui t'arbitraient comme juge de ligne,
c'était vraiment... il était à le premier pas. S'il avait arbitré au Québec, je ne suis pas sûr qu'il arbitrait dans les ligues professionnelles. Okay. Fait que, pour moi, c'était une bonne opportunité de prendre en charge les matchs, autant au niveau des juges de ligne, d'être savoir, de leur dire quoi faire un petit peu, d'être sûr qu'on est tous sur la même ligne, que le chronométreur, que l'annonceur qui annonce les bonnes punitions, tout ça. Fait, au niveau pour un arbitre, aller au Texas, c'était la meilleure place pour apprendre, là, parce que tout se passait là. Okay. Fait que... Puis là, je change un petit peu de sujet, mais je veux dire, à quoi ça ressemble une année dans la vie d'un arbitre de la Ligue nationale? Tu sais, tu dois voyager beaucoup, j'imagine? Disons, le voyagement, c'est vraiment la partie, je ne vais pas dire la plus difficile, mais c'est la partie qui est la plus demandante dans notre travail. C'est sûr, arbitrer dans des matchs, ça, c'est demandant, mais au niveau du temps, c'est les voyagements. Notre contrat de la Ligue nationale, présentement, on est à 73 matchs de saison régulière. Ça ne comprend pas les matchs hors concours ainsi que les matchs de série. Okay. Donc, puis moi, maintenant, je reste à Raleigh, en Caroline du Nord. Donc, sur les 73 games que je fais dans la saison, peut-être que je vais faire 5 à 6 matchs en Caroline. Okay. Donc, assez facilement de voir que je vais faire à peu près 68 parties, 67, 68 parties à l'extérieur de Raleigh. Donc, c'est l'avion, les hôtels, les aéroports, tout ça. Là. Fait y a-t-il une raison pourquoi tu t'es établi là, dans le fond? Tu aurais pu aller n'importe où, j'imagine? Non, c'était selon notre convention collective. Okay. La Ligue a quand même un droit, pas un droit de veto, mais ils ont le droit de nous demander de déménager puis d'être à un certain endroit pour faciliter pour eux, pour les transports, tout ça, faire en sorte que tous les arbitres, peut-être, ne se ramassent pas nécessairement tous à la même place, que s'il arrive, exemple, une tempête de neige, puis l'aéroport ferme à Montréal, puis tu as 15 arbitres à Montréal, bien, tu ne peux pas les envoyer parce que tu n'es pas... Fait qu'en dispersant un peu les gars un peu partout à travers le Canada et les États-Unis, bien, ça leur donne une meilleure chance d'organiser les horaires, les itinéraires, puis les matchs, tout ça. Fait que c'est une des raisons en arrière de ça là, qui nous manque. Si tu regardes présentement la map de nous autres, comme je dis, les 35 arbitres, 35 juges de ligne, au niveau des arbitres, on est pas mal éparpillés de la Californie à Boston, à Montréal, à Vancouver, tout ça. Fait que les gars sont un petit peu éparpillés un peu partout. T'avais-tu plusieurs choix, mettons? Qui t'ont donné? J'avais peut-être quelques options, mais j'avais un de mes bons chums que l'année précédente que je déménage, François Saint-Laurent avait déménagé à Raleigh. On a des enfants pratiquement à la même âge, on se connaissait, on est chums, tout ça. Fait que quand lui est déménagé en Caroline du Nord, j'ai demandé de déménager à la même place comme ça, familièrement. Quand je déménageais, ma petite fille, elle avait 4 mois, 5 mois. Mon gars, il avait 2 ans. Avec ma femme, bien, c'est sûr que moi, je passe à la route pendant 10 jours, puis je sais que j'ai mon chum ou sa femme qui sont proches, bien, c'est toujours important d'avoir quelqu'un là, de ressources s'il arrive quelque chose, tout ça. Là. Fait que pour moi, c'était important. Puis à Raleigh, bien, on se situe, dans le fond, dans le milieu sud des États-Unis, dans le fond. Fait que c'est facile pour moi d'aller en Floride. Mon voyagement, aller à New York, même aller dans le Midwest, les voyagements, c'est une belle place. Là. La qualité de vie est super bien. Fait que c'est un endroit tu sais que... Quand j'ai vu que mon chum s'en allait là-bas, bien, c'est un endroit que ça me tentait vraiment de pouvoir déménager. Pour la famille, mettons. Excuse-moi, je te coupe, Fred. Pour la famille, mettons, quand vous avez pris la décision d'aller à Raleigh, ça a-tu été une décision facile ou c'était... on en discute, on s'en va loin de chez nous. Bien, c'est quelque chose, c'est pas arrivé d'hier comme ça. La Ligue, je le savais quand on se faisait engager qu'il y avait une chance qu'on puisse être déménagé. Fait que c'était comme, tu veux te faire engager, mais tu ne veux pas déménager, mais c'est correct. On savait que du moment que j'ai été engagé à temps plein dans la Ligue nationale, pas dans la Ligue mineure, mais à temps plein en 2010, je savais qu'il y avait des grosses chances qu'on était pour être déménagé. Fait que, ça faisait déjà 4 ans que j'étais à l'emploi de la Ligue nationale avant qu'ils viennent nous dire qu'on était pour déménager. Okay. Donc, on le savait. Puis, à un moment donné, c'est qu'on... Nous autres, ça ne nous dérangeait pas de déménager dans un sens. On savait que c'était pour arriver à un moment donné. On était plus sur le style, dites-nous-le plus tôt. Comme ça, on va pouvoir s'organiser, tout ça, puis aller en fonction. Fait que là, ça fait maintenant 14 ans que je reste en Caroline du Nord. Là. Fait que le temps va vite. Là. Mais c'est vraiment tu reviens l'été ici. C'est en plein ça. Durant l'été, je suis chanceux. Là, on a une petite place au lac Trottier aussi. Là, fait qu'on, vu que je ne travaille pas durant l'été, dans le fond, ça me donne la chance de venir là, avec les enfants et ma femme, tout ça. Là. La famille aussi, moi, les amis aussi. Voir les amis et tout ça. Là. Fait que, c'est la maison, c'est ici que j'ai grandi. Fait que on aime bien ça revenir là, à chaque été ici. Là.
Fait que c'est la maison. Saint-Tite, c'est ici que j'ai grandi. Puis c'est probablement ici que je prenne ma retraite, là, qu'on va passer une majorité de notre temps. Là. Fait qu'on est à la maison ici. Là. On va voir les amis, prendre quelques bières l'été avec des amis. Non, on est des athlètes professionnels. On doit s'entraîner durant l'été. Fait qu'on tient ça au minimum. Là. Fait que, non. Mais tu sais, tout a bien changé au niveau de l'entraînement. Je sais, peut-être c'est là que tu veux t'en aller, tout ça. Tu sais, on va l'admettre, je vieillis comme n'importe qui. Fait que l'importance de bien s'alimenter, de bien s'entraîner, j'ai pas le choix. Les joueurs, ils ont tout entre... même si moi, je vieillis, les joueurs, ils ont tout entre 18 et 30 ans. Là. À chaque année, c'est tout le temps la majorité. Là. Fait que même moi, je gagne en âge, mais eux autres, c'est toujours le même bassin de joueurs, là, même d'âge. Fait qu'eux autres, ils vont de plus en plus vite, en plus. Ouais. Puis moi, veux pas, je ralentis. Fait que de faire attention, tu sais, je suis un gars qui aime avoir du fun, mais je veux dire, il faut calculer nos affaires au niveau nutritionnel, l'entraînement, le repos. Fait que ça devient de plus en plus important de bien gérer ça, parce que ça va vite, ça glace. Ça va très, très vite, ça glace. L'âge de la retraite, est-tu à peu près le même ou vous avez une couple d'années de plus? Nous autres, on parle à peu près des gars qu'on va sortir entre 50 et 55 ans. Ça dépend de chaque personne, de ton parcours, quand tu étais engagé, tout ça. Fait que de la forme physique, de ton corps, s'il est capable de soutenir ça. Je te dirais, dans ces années-ci, là, on parle à peu près entre 50 et 55 ans, là, la retraite là, pour des arbitres de quand la tu dis qu'on fait le parallèle avec les joueurs, que les joueurs d'une ligue qui est de plus en plus rapide, là, même, nous autres, je le dis pour les gens qui écoutent le podcast, là, j'interviewe Fred avec Sylvain, mais Fred, je le côtoie 5 jours par semaine l'été. Je connais des choses dessus. Il m'endure 5 jours par semaine l'été. Non, mais on adapte. Je peux en parler un petit peu parce que je m'occupe de son entraînement. On adapte pour être capable de te prolonger aussi le plus longtemps possible, d'éviter les blessures. Pas parce qu'on dit tout le temps, puis on s'en était déjà parlé. Je te l'avais dit, écoute Fred, à l'âge que tu as, les gars, ils jouent plus. Là. Non, les gars, ils jouent plus. Puis, tu sais, on peut pas faire le même entraînement que quand j'ai commencé avec toi au début. Là. Ça fait quasiment 10 ans qu'on s'entraîne, une dizaine d'années. Fait que quand le volume était différent, les poids étaient différents, mais là, on s'adapte justement. Puis, tu sais, on s'adapte nous autres aussi, mais les joueurs, si tu parles, mettons, des années, si on recule 20 ou 30 années, on parlait d'un camp d'entraînement, mais pour les joueurs, c'est là qu'ils retombaient en forme. Ouais, aujourd'hui, les joueurs n'arrêtent plus, là. C'est toute l'année, tout ça. Ils prennent peut-être un petit repos un coup que la saison est finie, mais c'est pas trop long qu'ils retournent au gym, tout ça. Ouais. Fait que tu bâtis toute ta force physique, tes choses durant l'été pour justement être capable de passer l'hiver. Là. Fait que c'est les étés, là, autant les joueurs de hockey que nous autres, c'est important de recharger les batteries et d'aller chercher peut-être un peu plus de répétition, plus d'entraînement, parce que dans la saison, je peux arriver une semaine, je fais 6 matchs dans 5 villes différentes, tout ça. Fait qu'au niveau de l'entraînement, je ne peux pas m'entraîner aussi constamment que je le fais là, durant l'été. Là. Les avions, on va le commercial, il y a des retards, et on se couche après un match, c'est comme un peu un joueur de hockey. Même si j'essaie de me coucher à 11 h le soir après un match, il y a de l'adrénaline, on n'est pas capable. Là. Fait que, c'est d'essayer de trouver un pattern pour essayer de récupérer, essayer de t'endormir plus vite pour que le lendemain, être capable justement d'avoir un meilleur peut-être entraînement puis tout ça pour le match qui s'ensuit. Ouais. Fait que oui, la nutrition, le sleep pattern, toutes ces choses-là, ça devient de plus en plus important quand tu vieillis un peu pour rester, être capable de suivre les jeunes. Là, mais ça amène une question, ce que tu dis là, c'est que je sais pas, je vais peut-être laisser Sylvain la poser en même temps. C'est pas c'est laquelle que tu veux que je pose, mais vas-y, je vais la poser, moi, cette question-là. Non, mais ça vient une discussion, c'est qu'on dit le parallèle entre les arbitres puis un joueur, mettons, en termes de voyagement, en termes de nombre de matchs sur la route, en termes de la différence entre vous autres et eux autres, toi, tu la connais. Là. C'est sûr que c'est complètement différent. Comme je mentionnais tantôt, c'est que mon contrat, 73 games, je vais en faire 68 sur la route, 5 ou 6 à la maison. Donc, je suis tout le temps sur la route. On va le commercial. Puis, on tout dépend des compagnies aériennes. Dans le fond, s'il y a des retards. C'est pas des vols nolisés. C'est pas des vols nolisés. J'ai pas le buffet dans l'avion. J'ai rien de ça. Les joueurs de la Ligue nationale, 82 matchs, 41 à la maison, 41 sur la route. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est complètement différent au niveau du voyagement. Notre job est complètement différent. Je ne me jette pas dans la bande à essayer de frapper quelqu'un. Fait
Fait que c'est sûr que c'est complémentaire. Mais notre voyagement est quand même assez excessif. Je couche à peu près 130 à 140 nuits à l'hôtel par année. Des vols, on en prend au-delà de une centaine de vols par année. C'est beaucoup. Là, toi, tu es assis 19B quand monsieur et une madame. C'est sûr qu'on a des avantages, mais ça peut très bien arriver qu'on soit 19B. Là, on n'est pas toujours en avant, on n'est pas toujours première classe. Il y a quelque chose dans notre convention collective qui nous aide un petit peu à peut-être prendre des upgrades, dans le fond, pour être en première classe, tout ça. Tu essaies de voyager toujours avec une même compagnie aérienne, dans le fond. Fait que là, tu construis un statut. Fait que là, peut-être tu vas avoir des upgrades par rapport à ton statut. Fait que tu essaies de manœuvrer ça un peu pour, oui, essayer d'avoir une meilleure qualité de voyagement. Mais oui, ça va arriver que je peux être à 19B, puis c'est ça. Puis le soir, je suis au Madison Square Garden, puis il faut que je performe. Puis il y a 20 000 personnes, puis il y a des caméras, puis le monde s'en fout que je suis à 19B. Là. Fait que faut que tu performes, faut que tu travailles, puis c'est ça, être un professionnel. Qu'à un moment donné, tu laisses toutes les choses de côté, puis il faut t'y travailler. Tu mets tes bottes de travail, puis tu embarques sur la glace, puis il y a des journées où on est plus fatigué que d'autres, qu'on file moins bien, qu'on est malade, puis... On y va, puis on performe du mieux qu'on peut. On est loin d'être parfait, c'est correct. On est humain encore, on est chanceux, il y a une telle technologie qui vient nous aider. Mais c'est comme je disais, c'est rapide, c'est super rapide. Puis on essaie toujours de faire, on fait toujours de notre mieux, puis de prendre la meilleure décision sur le moment. Puis parfois... comme nous, mettons, nous comme téléspectateurs, c'est sûr qu'on le voit, nous, à la télé, en hauteur, avec des reprises. Vous autres, vous le voyez, sa patinoire, sa glace, puis ça va beaucoup plus vite qu'avant, tu l'as dit tantôt. Fait que c'est sûr que la marge d'erreur, ça peut arriver. Là, sûr que les gens ont tendance à chialer après vous autres, mais ça va vite là, quand même. C'est sûr que c'est l'angle. Tout est une question d'angle. Nous autres, c'est ça qu'on dit, on essaie de se placer toujours dans la meilleure position pour voir le plus de choses possibles. J'arrive dans le coin, dans le temps que Geno Chara, il jouait encore, puis il arrive proche de moi, c'est sûr que mon angle de vue est différent. Là. Le gars, il mesure 6 pieds 6, pèse 250 livres. C'est dur de voir. Je ne peux pas voir par-dessus, il faut que je voie à côté de lui. Fait que, il y a ça aussi, les joueurs sont de plus en plus grands, de plus en plus gros. Certaines exceptions, bien sûr, mais ça va vite, puis tu essaies de te déplacer pour l'en voir plus que ça. C'est sûr que si tu regardes un match à la télé, puis tu as 7-8 reprises, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais ça fait partie du challenge, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est, on est professionnel, en anglais, I care about my job. C'est important, je veux être sûr de, quand je sors un match, que j'ai fait les meilleures décisions, qu'est-ce qui était le meilleur pour le match, pas pour une équipe, pour un autre. On travaille pour la Ligue. Fait de faire en sorte que quand je sors d'un match, je peux dire, regarde, c'était fair, c'était correct. Puis la meilleure équipe a gagné. Puis surtout, c'était safe. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de choses. C'est de mon côté. Il nous reste presque plus de temps, mais il y a une affaire que j'aurais aimé poser comme question. Parce que là, l'objectif dans la Ligue nationale, c'est que les équipes se rendent dans les séries. J'imagine que vous autres aussi, pour les arbitres, ce que vous voulez, c'est vous rendre dans les séries. Comment c'est sélectionné? De quelle façon c'est c'est sûr que nous autres, comme c'est une très bonne question, puis nous autres, ça marche un petit peu comme les joueurs. C'est quand tu commences la saison, tu as tout le monde. Fait que nous autres, au niveau des arbitres, on est 35 arbitres, 35 juges de ligne. Quand les playoffs commencent, il y a une sélection qui se fait. On tombe pour la première ronde à 22 arbitres. Parce que là, il y a juste 16 équipes au lieu de 32. C'est qui choisit ça? Nous autres, on a des superviseurs qui est à nos matchs ou qui regardent les matchs à la télé, tout ça. Puis après les matchs, on a tout sur notre ordinateur, on peut voir, mettons, toute notre game plus détaillé, les punitions, s'il y a eu des jeux qu'on devrait revoir, des affaires comme ça, tout ça. Fait qu'eux autres, ils font un ranking à la fin de l'année pour déterminer qui va passer en première ronde, en deuxième, troisième ou en finale. Fait que comme je disais, c'est qu'on part de 35 arbitres dans la saison régulière, à 22 pour la première ronde, à 12 pour la deuxième ronde, à 8 et à 4. Fait que comme il y a moins d'équipes, on a besoin de moins. Puis ça, c'est nos superviseurs qui décident là, qui passe, qui s'en retourne à la maison, tout ça. Fait que c'est un peu la façon. Là. Puis c'est basé selon le rendement, s'il y a eu des controverses durant tes matchs, des affaires comme ça, ou des situations que tu as manqué, quelqu'un n'a pas manqué, fait que lui va passer. Fait que il y a de la compétition un petit peu entre nous autres aussi, dans un sens. Tu veux être parfait, puis c'est des bonus. Fait que c'est le fun. Puis tu sais, je pense que quand tu arbitres, c'est un peu comme un joueur. Un joueur veut gagner la Coupe Stanley, mais en tant qu'arbitre, de dire
que tu as fait la Coupe Stanley ou que tu as arbitré la Game 7 de la Coupe Stanley, c'est comme le top des tops. Ouais. Parce que nous autres, au niveau de l'arbitrage, arbitrer la Game 7 de la Coupe Stanley ou faire la médaille d'or des Jeux olympiques, c'est pas mal le top dans ta profession. Ouais, c'est ça. Fait que si un jour tu réussis à faire ça, ben c'est que tu as atteint le top là, dans ta profession. Là. Fait que, on saute à d'autres choses, mais écoute, je trouve, parce que je pense que c'est important de le demander aussi. Atteindre la Grande Ligue, tu l'as dit tantôt, il n'y en a pas beaucoup. Ça vient, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui. Ça vient avec des embûches, ça vient avec des sacrifices. Et par le fait même, ça vient avec des moments qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Oui. Y a-tu des moments plus difficiles que tu es à l'aise de parler, là, que tu peux nous raconter un peu, qui peuvent être... Tu sais, il y a peut-être des gens qui se retrouvent dans une situation semblable, dans le sens, peut-être un jeune qui dit, moi, peut-être qu'il veut monter, il y a des sacrifices à faire. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Ouais. Regarde, là, comme je disais, là, mettons, je pars de la maison, je suis quasiment, durant l'hiver, je suis tout le temps parti. J'ai une femme, 2 enfants. Fait que je ne sais pas comment de choses que j'ai manquées à la maison, avec ma blonde, peu importe. Et tu as ce côté, le côté familial. C'est une business aussi que tu es supervisé par du monde qui porte un jugement sur qu'est-ce que tu fais. C'est pas, comment je dirais, c'est pas black and white. Fait que, des fois, tu penses que toi, tu aurais dû passer, puis d'autres personnes, que tu aurais dû passer, puis l'autre personne, ils ont fait passer quelqu'un d'autre. Fait que, des fois, il y a de l'injustice que tu penses par rapport à ça, qui peut être un petit peu difficile, des fois, à accepter, puis tout ça. Mais je pense que quand tu es compétitif, bien, regarde, tu passes à travers, puis c'est correct. Y a-tu des épisodes un peu plus durs? Oui, j'ai déjà eu un événement qui s'est passé sur la glace, que ça est devenu pas mal viral. Non, je voulais pas aller là, non, là, tu vas tout seul, mais oui. Tu as des moments comme ça que tu dis, regarde, là, c'est pas nécessairement le fun, puis tu t'en fais parler, tout ça. Ouais. Mais tu as des moments qui sont incroyables. Juste il y a quelques mois, j'ai arbitré un match des séries à Montréal. J'ai jamais vécu une atmosphère comme ça. La Game 4, la foule, l'ambiance, ça criait, c'était tellement bruyant. L'hymne national, c'est quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie. Là. C'est le match le plus bruyant, intense pour un Québécois arbitré à Montréal dans une série. Il y avait de la pression de mon bord. C'est quelque chose que je vais emmener avec moi. Là. C'est des beaux moments. Fait que dans le fond, je te dirais que les beaux moments viennent mettre beaucoup de bombes sur les mauvais moments. Okay. Mais au bout de la ligne, je suis privilégié. C'est une des plus belles jobs au monde. J'ai mes étés, je fais de quoi que j'aime, que j'adore, puis que c'est valorisant. Là. Tu te promènes, tu promènes d'un bar de Los Angeles à Vancouver, à New York, tout c'est en Floride. Fait que tu rencontres du monde. J'ai le privilège de dire à un moment donné que peu importe ce qui m'arrive au Canada ou en Amérique du Nord, pratiquement, je connais quelqu'un. Puis tu bâtis des relations avec ces personnes-là, autant tes collègues comme arbitres que les gens les off-ice officials, les marqueurs, les annonceurs, tout ça. Fait que tu rencontres du monde qui peut devenir tes amis, tout ça. Fait que c'est vraiment enrichissant. Pas juste la game, mais tout ce qui est alentour de ça. Là. Fait que je considère vraiment privilégié. Fait que... Des anecdotes. Hey, là, il peut y en avoir des cocasses là-dedans. Là. Des anecdotes qui se comptent, là, Fred. Là. Oh boy. Je pense qu'on va se tenir loin de ça. Là. On va se tenir loin de ça. Ça peut être des moments marquants que tu as vécu dans ta carrière. Il y a des moments qui sont le fun. Là, au début de l'année, c'est cette année, j'ai eu un match, puis j'étais à Boston. Puis le capitaine qui était là à l'époque, qui n'est plus là maintenant, mais que Brad Marchand, le monde, ils ont un préjugé à travers Brad, tout ça, mais au fil des années, j'ai construit quand même une belle relation, tout ça. Puis on a eu un désaccord sur la glace, puis là, il venait d'être nommé capitaine, tout ça. Fait que, comme je disais, il n'a pas aimé ce que j'ai fait. Ça glace, fait que moi j'ai été le voir, puis j'ai dit, regarde, à un moment donné, Brad, il va falloir que tu matures un peu, puis que tu agisses comme le capitaine des Bruins de Boston. Tu es une équipe originale, de Original Six, tout ça, il va falloir que tu agisses de cette façon-là, puis tout ça. Puis tu sais, on s'est comme engueulé pas mal, puis tout ça. Puis 3 mois après, j'avais un match à Seattle. Puis il tourne, puis il dit, hey, Fred, si tu 2 minutes, je veux te parler. Fait que là, on s'en va, un TV commercial, tout ça. Puis là, il s'en vient de voir. Il dit, je veux juste te dire merci. Il dit, merci, pourquoi? Mais il dit, tu sais, que la petite conversation qu'on a eue, là, puis que tu me dis que j'étais le capitaine de Original Six, tout ça, là, ça m'a fait réaliser l'ampleur
du sucre sur mon chandail, puis que je devais peut-être justement agir comme cette personne-là, comme mes autres, Patrice Bergeron, puis Geno Chara. Fait que, tu sais, des fois, tu arrives à des situations qui sont pas mal intenses, puis 2-3 mois plus tard, tu réalises, ben regarde, peut-être qu'est-ce que tu as fait a aidé quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, j'ai trouvé qui était venant de sa part, d'un gars qui est respecté, puis qui est dans la Ligue nationale, que dans mon livre à moi, qui est un futur Hall of Famer, ben qui viennent te dire, puis qui te disent merci parce que tu as fait réaliser quelque chose. C'est une belle note. C'est un beau moment que j'ai eu. C'était bien le fun. Là. Excellent. Mais je vais y aller avec la dernière question parce que là, les spots sont en train de nous lâcher. Justement, ça veut dire que c'est la fin du podcast. Il y a un timer. La question qui tue. Quelle question t'aurais aimé qu'on te pose? Y a-t-il une question genre que tu t'es pas fait poser et que t'aurais aimé qu'on te pose? Ben, je dirais pas une question, mais un souhait. Moi, j'ai un souhait. J'ai hâte d'avoir le prochain Fred Lécuyer de Saint-Tite. De voir peut-être celui qui va être capable de se rendre où ce que je me suis rendu, puis prendre ma place. Okay. Ça serait un des plus grands privilèges là, de voir peut-être Saint-Tite aux alentours, tout ça, de dire regarde, et dis moi j'aimerais ça suivre sa trace puis me rendre jusque dans la Ligue nationale. Fait que si un jour je peux voir quelqu'un, peut-être juste par mon trajet, tout ça, de pouvoir atteindre le niveau que j'ai atteint, ça, là, ce serait un des choses qui me dirait regarde, j'ai fait de quoi de bien là, toute ma carrière, là, puis j'ai aidé quelqu'un en arrière là, qui a cru en quelque chose, puis il était... Tu sais, oui, c'est sûr, peut-être la Ligue nationale, mais dans le fond, c'est bien plus juste croire en tes rêves, puis de foncer, puis ça peut être dans n'importe quel business. Là. Tu sais, à Saint-Tite, il y a les rodéos, il y a des gens, puis tout ça, qui peuvent se promener, d'être un bullfighter, de rider des taureaux, tout ça, ou être un plombier, n'importe quoi. Mais dans le fond, le message que je veux donner, c'est mets les efforts, fais les sacrifices, crois en toi, puis c'est quelque chose qui peut arriver. Là. C'est vraiment de la persévérance, d'être persévérant dans l'atteinte de ton rêve à toi. Puis de ne pas prendre un non comme une final answer, dans le fond. Okay, c'est de persévérer puis de foncer. N'ayez pas peur de foncer. Même si on vient d'un petit coin, tout ça, ben regarde, aujourd'hui, là, c'est plus vrai, ça. Fait qu'on brise ces barrières-là, puis on fonce, puis on est capable autant que du monde de la ville que n'importe où. Là. Fait que croyez en vos je dis pas un rêve, mais croyez en votre potentiel, tout ça. Puis allez-y, foncez. Hey Fred, un gros merci d'être venu. Merci beaucoup, très Fred. Intéressant. Ben, ça fait merci plaisir. d'être prêté à l'exercice. Puis écoute, nous autres, on se voit dans le gym demain matin. Demain matin, 10h. Demain matin, 10h. On va encore suivre ici. Merci, Fred. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Merci.